Bonjour à tous, je me nomme Charles Alan Forrester et j'ai, paraît-il, 72 ans. Ce qui va suivre n'est que pure vérité. Il y a de cela 31 ans maintenant, je me suis perdu dans l'ouest de la taïga. C'est par cela que je me dois de commencer. Je faisais à l'époque partie d'un groupe de chercheurs en mission pour localiser une étrange structure qui avait été photographiée par le pilote d'un petit avion. Ne m'en voulez pas, mais je ne serai pas plus précis quant au pays dans lequel tout cela s'est passé, car j'ai fait le serment d'attendre le bon moment. Serment dont je vous reparlerai probablement à la fin de mon récit. Comme je vous le disais, nous étions à la recherche de ce qui semblait être une construction proche de ce qu'est Stonehenge. Le pilote, n'ayant pas pu nous donner les coordonnées exactes où avaient été prises les photographies, nous étions depuis plus d'une semaine en quête du moindre indice. Comme chaque soir, nous avions monté notre campement et je ne me fis pas prier, après plusieurs jours de marche difficile, pour tomber avec bonheur dans les bras de Morphée. Ce fut d'abord une odeur végétale qui me réveilla au petit matin. Je ne parle pas d'une odeur passagère, de celle à laquelle on ne prête plus attention au bout de quelques secondes. C'était quelque chose de bien plus fort. Il est très difficile de la retranscrire. Sa puissance n'était pas simplement olfactive. Elle me pénétra littéralement. Je la sentais voyager dans tout mon corps. On aurait dit, si j'ose l'avouer, qu'elle m'inspectait, un peu comme si elle était étonnée que je puisse la détecter. Cette sensation me laissait malgré tout dans un état de demi-sommeil. Ce qui me fit entièrement reprendre conscience fut un cri, ou plutôt un chœur de milliers de petits cris tout autour de moi, sur des centaines de mètres. Terrifié, je voulus prévenir mes compagnons, mais à mon grand étonnement, j'étais désormais seul. J'étais bien à l'endroit où nous avions installé nos tentes, et pourtant, il n'y avait aucune trace des autres. Du feu de la veille au soir, il ne restait rien, si ce n'est un cercle de pierres verdies. Une fois la stupeur passée, mon instinct de survie me fit courir sans but précis. Je voulais m'éloigner du bruit qui blessait physiquement mes tympans. Malheureusement, peu importait la direction que je prenais, les cris ne faiblissaient pas. Cela faisait déjà de longues minutes que je courais lorsque le silence m'immobilisa. À cet instant, j'étais tellement reconnaissant que la douleur cesse, que je me suis mis à pleurer, tout en remerciant, sans toutefois les voir, les choses qui avaient arrêté de crier. Totalement perdu, je fus incapable de revenir sur mes pas. Bien sûr, mon premier réflexe fut de chercher le soleil pour me repérer, mais le ciel en était dépourvu. À plusieurs reprises, je crus l'apercevoir derrière un nuage, mais il n'y avait nulle cohérence. Une fois à l'est, une fois à l'ouest. Les grands arbres qui m'entouraient ne m'aidaient guère. J'en vins même à les accuser de me leurrer en me donnant l'impression, par leurs ombres, que la nuit s'était déjà écoulée à plusieurs reprises. Ce ne serait que bien plus tard que je comprendrais qu'il n'y était rien pour moi. Aujourd'hui, si cela veut encore dire quelque chose, un nouveau phénomène étrange s'est produit. Alors que je comblais ma faim avec le peu que la forêt voulait bien m'accorder, des rayons de lumière jaillirent des arbres et du sol. Il y en avait deux sortes. L'une assez commune, bien que très vive, l'autre obscure. Je ne vois vraiment pas de mots pour qualifier autrement cette seconde lumière. Elle irradiait, mais n'éclairait pas. Rien ne pouvait se voir au travers d'elle. Cela ne dura que 2 ou 3 minutes,
puis d'innombrables frémissements se mirent à parcourir l'herbe, arbres et buissons. Chrono est malade. Il me fallut peu de temps, un jour ou deux après l'accident des Lumières, pour abandonner toute idée de repère temporel. Je me fiais uniquement à mon corps. S'il y avait plus de 2 fois faim, j'en concluais qu'une journée s'était écoulée. Il m'était difficile d'établir un campement, car il arrivait parfois, le temps de me retourner, de retrouver une branche pourrie là où j'avais déposé une de celles que je venais de couper. Plus étrange encore, la végétation s'emballait parfois pour gagner plusieurs mètres de terrain. Finalement, seules les pierres m'aidèrent non seulement à monter un abri dont je pouvais gérer la durée, mais aussi à placer des repères lors de mes déplacements. Cela me permit de progresser plus loin sans craindre de me perdre. C'est lors d'une de ces premières explorations plus profondes que je découvris pour la première fois une pierre portant d'étranges inscriptions. Comme elle était de petite taille, environ 30 cm sur 40, j'envisageais un court instant de la ramener avec moi, mais à peine avais-je déplacé l'objet de quelques centimètres que le cri du premier jour retentit à nouveau. Une fois mes mains ôtées, le silence revint. Je me contentai uniquement reproduire au mieux les symboles sur mon carnet. Les créatures qui vivent dans ce plan ont de grandes capacités de discrétion. Elles sont capables de se cacher dans les moindres recoins, au point de disparaître complètement. Je soupçonne fortement qu'il y ait parfois une forme de magie derrière tout cela. J'ai enfin vu ce qui parfois s'agitait dans les recoins de la forêt. Je ne suis pas seul, comme je m'en doutais. Il y a tout un tas de monde autour de moi, un royaume peuplé de minuscules créatures. Peut-être suis-je simplement fou. Les guetteurs. Tous les amis sont dépourvus de bouche, à l'exception de ceux que j'appelle les guetteurs. Ces derniers en possèdent 2, voire 3, dans de très rares cas. Leurs bouches ne leur servent aucunement à manger, aucun ami n'ayant, d'après mes observations, besoin de se nourrir. Par contre, j'ai pu en observer certains s'en servir pour mordre lors de chamailleries autour d'un artefact. Quoi qu'il en soit, ce sont les seuls à pouvoir produire les cris que j'ai souvent entendus au début de mon périple. Autre différence, les guetteurs sont plus corpulents que les autres castes. Les plus imposants que j'ai croisés faisaient presque le double d'un ami normal. Les pisteuses aveugles. Les pisteuses semblent être naturellement prédisposées à sentir la présence d'essence, quelle que soit sa nature, artefact, congénère, gibier ou prédateur. Elles sont toujours en quête, lors de déplacements, de petites troupes de amis. Leur tir crée souvent la panique dans les rangs adverses lors des chamailleries. Les gardiens. Même si je suis libre de me déplacer parmi les arbres, j'ai appris à mes dépens que certains endroits m'étaient interdits. Ces lieux sont ceux où réside principalement cette caste d'amis. Lorsqu'ils sont sur la défensive, un bourdonnement envahit mon crâne, m'obligeant à rebrousser chemin. Les carnes. Certains amis, gardiens des lieux, semblent liés physiquement à ces endroits. Ce lien se matérialise parfois par des petits assemblages de pierres, les carnes. Ils semblent s'affaiblir. Ils s'en éloignent. Inversement, j'ai observé des gardiens tenir tête, seuls, à des vagues de prédateurs, comme s'ils trouvaient une force sans fin dans ces structures. Je me demande ce qui a fait que nous, humains, avons apporté cette construction à travers le temps et les continents. Les conteurs sont les amis les plus surprenants. C'est principalement à cause et malgré eux que j'ai cru plus d'une fois avoir atteint la folie. Ces créatures sont, je ne sais comment,
capables d'entrer dans votre esprit pour y partager leurs souvenirs et leurs pensées. C'est grâce à elles que j'ai pu être et vivre comme un ami lors de rêves éveillés. Les familiers, les amis, sont souvent accompagnés de diverses petites créatures, des sortes d'animaux domestiques ou sauvages qui les aident dans leurs tâches. J'ai pu identifier plusieurs de ces familiers. Certains amis ont des affinités plus grandes avec ces petites créatures. Il semble y avoir tout un écosystème autour des amis, encore trop complexe pour que je cerne toutes les subtilités. Quoi qu'il en soit, je connais déjà l'espèce de familier que j'apprécie le moins. Les hurlements ont le don de me faire sursauter à chaque fois. Les veilleurs, le genre de familier que j'appelle le veilleur, a été très dur à identifier. La première raison était qu'il ne s'agit pas d'une créature unique, mais d'un essaim de minuscules bestioles volantes, pas plus grandes qu'une tête d'allumette dotée d'ailes. Je les ai prises pour des insectes quelconques. Ce n'est que lors d'une des petites batailles que j'ai pu observer leur fonctionnement en tant qu'entité. Passant de caillou en caillou, de touffe d'herbe en touffe d'herbe, le gardeur se met à émettre un fort bourdonnement lorsqu'il repère un ami ou un familier adverse. Le tunnelier, probablement la plus surprenante des petites créatures qui accompagnent les amis. Le tunnelier ressemble à un poulpe miniature. Son mode de déplacement est par contre très différent de son cousin des mers. Il est capable de se déplacer sous terre pour se mettre à l'abri. Contrairement à ce à quoi on pouvait s'attendre, il n'avance pas tête la première. Tournant rapidement sur lui-même, ses tentacules se transforment en une espèce de foreuse. En plus des décorations des masques, les amis ont bien un artisanat qui leur est propre. Ils sont en effet capables de fabriquer des armes primitives ou des petits objets. La réalisation la plus complexe que j'ai pu observer, si on leur attribue pas les créatures mécaniques, est une plateforme de transport installée sur une créature utilisée comme monture et bête de somme. Ma récente découverte me fait penser que les anciens hommes et les amis avaient une technologie propre. J'en ai fait trouver des sortes de petites créatures mécaniques principalement composées de pierre et ou de bronze. L'une d'elles s'est brièvement animée à l'approche d'un ami. C'est ainsi que j'ai réalisé leur lien. En effet même, si les amis sont capables de créer des objets, outillages, armes et sacs, il est évident que ce que j'appelle les constructs est au-dessus de leur savoir-faire. J'ai donc tiré la conclusion qu'il devait s'agir de fabrication humaine animée grâce à l'énergie qui fait des amis ce qu'ils sont. Je n'ai pas encore découvert l'utilité de ces constructions, mais je privilégie pour l'instant un outil de lien entre les espèces. La bataille. J'ai pu assister à une lutte acharnée entre deux petits groupes de amis. L'objet de la discorde était un petit morceau de pierre de la taille de mon pouce portant des symboles que je n'ai pas pu identifier. Mais si cette écriture m'était inconnue, j'y ai immédiatement vu des similitudes avec les peintures tribales que ces créatures arborent. Je n'ai malheureusement pas pu voir quel groupe sortait victorieux, car à un moment, mon espace-temps s'est une fois de plus détaché du leur, à moins que ce soit cette étrange lueur verte dans le ciel qui les a rendus invisibles. Quoi qu'il en soit, la mystérieuse petite pierre avait disparu. J'ai trouvé dans la forêt 5 petites pierres gravées, comme celles qui avaient donné lieu à une bataille. Avec de la chance, cela me permettra d'attirer un groupe de amis, voire d'établir une forme de communication. Ça a marché. Toute la forêt a dû m'entendre. À mon réveil, je vis droite sur l'une des petites pierres que j'avais posées près de moi une créature à 4 œils. L'euphorie passée,
Je fus surpris par ces marquages. Pas de rouge ou de bleu comme j'avais toujours vu, mais du noir. Dans un premier temps, je me suis dit que cela ne présageait rien de bon pour moi, et me mis à regretter mon envie de communiquer. L'attitude du ami me rassura vite. Il balançait lentement la tête de gauche à droite. Il m'observait. Il n'y avait pas que la couleur de ces marques qui sortaient de l'ordinaire. Partout sur son petit corps était peint ce que j'identifiais à des yeux. Au bout d'une minute, peut-être deux, la créature tendit doucement un bras vers moi. Soudain, une multitude d'images envahirent mon esprit. D'abord trop rapide pour que j'identifie quoi que ce soit. Le flot changea plusieurs fois de rythme, passant du fixe à un bouillon de lumière, puis ralentit à nouveau. Je vis des choses merveilleuses. Elles étaient éparpillées dans le temps, puis uniquement dans leur temps. Je n'étais pas le premier être humain à glisser dans leur réalité. Il y a des millénaires de cela, les mondes de nos deux espèces étaient bien plus entremêlés. Plus les civilisations humaines évoluaient, plus une distance se créait entre les deux peuples. Nous changions de génération en génération, tandis qu'eux restaient comme aux origines. Je compris aussi que les amis ne mourraient pas. En tout cas, pas comme nous l'entendons en tant qu'humains. Lorsqu'ils perdent toute l'énergie qui leur donne vie, ils se réveillent à la nouvelle lune, au pied d'un arbre, sous un rocher, ou tout autre endroit de la forêt où ils avaient déjà mis les pieds. Plusieurs scènes dans mon esprit me firent comprendre quelque chose de bien triste. Si au moment où il renaît, un ami restait trop éloigné d'un de ses semblables durant un cycle lunaire, il disparaît sans se réveiller. Je ne compris pas où un ami, ainsi perdu, allait, car sur le sujet, les images accéléraient trop. Je sentais la peur chez mon nouveau compagnon. Une fois le calme revenu, je compris ce qu'il voulait me montrer. Au temps où ces créatures vivaient en harmonie avec nous, il existait ici un lieu mystérieux où les humains déposaient les amis endormis qu'ils trouvaient. Ce lieu apparut clairement dans mon esprit et correspondait parfaitement aux structures photographiées par le pilote d'avion. La créature, une fois certaine que j'avais compris elle voulait m'emmener, m'indiqua une direction et m'ouvrit le chemin. Nos temps se séparèrent, mais je savais maintenant vers quel coin de la forêt je devais me diriger. Finalement, le temple n'avait jamais été loin des secteurs que j'avais explorés. Du ciel, le pilote n'avait pas pu voir que les pierres qui l'entouraient, car c'est au cœur de cet endroit que se trouvait l'entrée de la structure souterraine. Le hasard, si hasard il y avait, fit que cela me sauva probablement la vie, car lorsque je ressortis, un terrible hiver s'était mystérieusement installé. Sur les dernières marches menant à l'extérieur du petit gibier, avait été déposé à mon attention. Je passais plusieurs cycles de saison en ce lieu à étudier les gravures. L'écoulement du temps était toujours aussi perturbé. Parfois, j'avais l'impression de voir les belles saisons se suivre tout en oubliant de m'infliger un ou deux hivers. J'eus souvent la visite de mon compagnon aux peintures noires. Nos conversations furent de plus en plus aisées et claires, si bien qu'elles devenaient plus longues à chaque fois. Tout cela fut de loin la plus belle période de ma vie. Mon visiteur me montrait tout ce que j'étais incapable de voir de mes propres yeux, car en réalité, je ne faisais qu'effleurer leur monde. Il existe des centaines, voire des milliers de créatures différentes, ou existaient pour certaines, car j'ai bien peur qu'une partie ait disparu depuis que l'homme s'est éloigné d'elle. La conversation d'aujourd'hui fut extraordinaire, pas dans ses révélations, mais dans sa forme. Cette fois-ci, je n'ai pas vu, j'ai été. J'ai couru parmi eux, bondi de branche en branche, guettant sous la canopée ce que nous chassions, des créatures quasi invisibles
et faites uniquement d'énergie se déplacer en troupeau. Elles étaient vives et changeaient de teinte en fonction de l'environnement. Les amis rouges, dont je faisais partie, étaient chargés de leur bondir dessus à la première occasion, alors que les bleus les forçaient à prendre la direction voulue. Lorsqu'en j'en capturai une, elle fusionna immédiatement avec moi. Je l'avais absorbée, mais elle était toujours présente en moi. Je me sentis plus fort et encore plus en harmonie avec tout ce qui m'entourait. Nous étions un tout. Plus une nouvelle lune approche, plus il y a de chances de voir des groupes de amis. S'activait la recherche de compagnons disparus. L'astre blanc est un compte à rebours vers une disparition définitive. Je ne vois pas quoi dire d'autre que chose pour décrire la créature qui m'a terrifié. Alors que je m'éloignais du temple, à la recherche de plus de nourriture, j'entrevis une silhouette de taille humaine. La surprise laissa place à la joie. Enfin, j'allais côtoyer un être humain. Tout alla très vite dans ma tête. Si il ou elle était nouvellement arrivé, j'aurais de nombreuses choses à lui dire. Je pourrais certainement le ou la rassurer, car il devait être paniqué comme j'avais pu l'être moi-même. Dans le cas contraire, peut-être, allait-il ou elle m'apprendre de nouveaux secrets. Je courus aussi vite que possible dans sa direction, trop pressé d'avoir enfin quelqu'un pour me dire que je n'étais pas fou. Trop vite pour remarquer sa vraie nature. Ce n'est qu'à une dizaine de mètres de la chose que je sortis de mon excitation pour entrer de plein fouet dans un état de terreur. Face à moi, la créature me fixait, plus grande que moi, d'au moins 2 têtes. Elle n'avait qu'un semblant de visage, comme s'il s'agissait que de l'ébauche d'une sculpture sur bois ou quelque chose d'effacé par le temps. Pourtant, même si elle n'avait de ce fait pas vraiment Dieu, je me sentais transpercé par un regard de colère. Elle se mit à bouger dans une succession de craquements, de gestes lents, comme si elle sortait d'une longue torpeur. Chaque tressaillement était plus rapide que le précédent, si bien qu'elle finit par se montrer agile au point de bondir jusqu'à moi. La chose écarta ce qui lui servait de bras et dans un mouvement de la tête simula un hurlement dont le silence me glaça le sang. Je pris la fuite, mais le temps de me retourner, elle me griffa, m'arrachant un bout de chair au niveau de l'épaule. Le golem est une créature qui terrifie les Almis. De taille humaine, cette créature erre dans la forêt à la recherche de amis, prêts à renaître, mais trop éloignés des leurs. Le golem les garde sur lui, puis s'éloigne en attendant que la nouvelle lune arrive, ainsi perdu à jamais. L'esprit des endormis fusionne avec l'essence du golem. J'ai revu la chose et pris mon courage à deux mains. Je l'ai suivie sur une longue distance, avant qu'elle me mène à son repère. Étrangement, contrairement aux amis, jamais elle n'a été séparée de moi par son temps. Après un long moment, elle a repris son périple, me laissant ainsi tout le loisir de visiter son antre. Je n'étais absolument pas préparé à y affronter la vérité. Au fond de la grotte se trouvaient les restes d'un campement. De nombreuses affaires étaient éparpillées sur le sol. Elles me semblèrent familières dès mon entrée, et pour cause. Elles étaient à moi. Pourtant mes affaires étaient, j'en étais certain, encore dans le temple. Sur une grosse pierre reposait mon journal. Il était abîmé par le temps. Je n'eus pas tout de suite la force de l'ouvrir. J'entrepris tout de même la lecture. Les premiers textes étaient identiques aux miens. Mais, par la suite, aucune trace écrite de mes échanges avec les amis. Juste de la solitude et de la faim. Il n'y avait que des mots de souffrance. Puis, une dernière phrase. Je me transforme en autre chose. Je n'ai pas pu empêcher mes larmes de couler. C'est à ce moment qu'une chose se mit à compter.
rentrer chez moi. Lorsque je suis retourné au temple, un groupe de amis m'attendait. Ils étaient tous de la caste avec laquelle je pouvais communiquer. Ils me semblèrent pleins d'empathie. Ils savaient que j'avais compris la nature de la créature de taille humaine. Les visions s'enchaînèrent. Certaines me montraient différentes versions de moi et d'autres concernaient des inconnus qui s'étaient perdus dans cette forêt. Puis les images s'accélérèrent. Il eut de nombreux bonds dans le passé, suivis d'un plus puissant vers un avenir possible. Les amis voulaient bien que je parte, mais pour cela, je devais accepter d'emmener leurs paroles avec moi. Je devais convaincre des femmes et des hommes de mon monde de retourner vers une harmonie avec la nature. Quand un grand nombre sera convaincu, je pourrai leur dire où trouver les amis et le temple. Peut-être même des temples. Les visions finies, on me fit comprendre que je devais m'allonger au centre du temple et fermer les yeux. Lorsque je les rouvris, tout avait changé. L'air, la lumière, même le vent. J'ai marché pendant 3 vrais jours, avant de tomber sur un groupe de militaires en manœuvre. D'après la date qu'ils me donnèrent, j'avais été absent pendant des années. Ils me posèrent, entre autres, des questions sur les symboles que je portais sur le corps et l'état de mon épaule. Je n'avais aucune explication à leur donner pour les symboles et rien d'acceptable pour ma blessure. Une semaine plus tard, j'étais à la maison. Le fait que les Amis soient proches de la nature ne doit pas nous faire penser que ces créatures n'ont pas de comportement répréhensible. Certains Amis s'éloignent sans raison apparente à leur tribu et leur communauté. Ils deviennent solitaires et agressifs. J'y vois le problème d'effet d'un parasite. Un dernier mot. Depuis que je suis revenu parmi les hommes, les documents que j'ai ramenés et écrits depuis sont étudiés par un petit groupe de chercheurs de philosophie. De mon côté, je cherche toujours comment préparer le monde à l'existence des amis. Mes recherches avancent et sont pas vaines. J'amasse les récits et les preuves montrant que les amis parcourent les lieux sauvages à travers la planète. Il m'est arrivé vers la fin de mon périple, alors que je pouvais désormais sentir l'essence parfois de la forêt, de détecter des variations dans la nature, elle-même des poussées d'énergie, comme s'il y avait une expansion de l'essence. À plusieurs reprises, lorsque cela arrivait, je pus voir les autres, des créatures aussi intelligentes que les amis, mais possédant une véritable enveloppe. Elles n'étaient pas faites de briques et de brocs, elles étaient indescriptibles. Le seul mot qui me vient à l'esprit est féerique. Maintenant, vous reconnaissez mon histoire. Je suis Monsieur Forrester.